2, 1, 2. Voilà, c'est bien. Allez, on est avec Tom Wilson North, qui est l'acheteur de snowboard de 0G à Chamonix, et avec qui on va parler, avec qui on va discuter maintenant. Alors ce Snow Surf Podcast, Tom, ça commence toujours pareil. Tu dois me décrire où est-ce qu'on enregistre là? Là, en fait, c'est une grosse première pour moi. On est à Munich, on est à Ispo, dans une halle, dans le noir, c'est un canapé. On vient de finir un jury chez Ispo Award. Là, on avait 2 jours à fond à regarder les nouveaux produits, à faire des évaluations de produits. Et là, on a trouvé un petit coin juste avant que tu pars à l'aéroport. C'est un canapé dans le noir. Je suis pas à l'aise. C'est très intime. Bon, pour commencer, d'où ça vient ce nom? Ça fait pas très français, Tom Wilson North. T'es d'où, toi? Bah, pas encore, hein, mais je vais y devenir. Français bientôt. Mais bon, pour le moment, oui, je suis anglais, comme le reste de la ville de Chamonix, quoi. Donc, d'où mon accent charmant. Donc, voilà. Et excuse en avance pour mes petites fautes en français. Mais là, je suis anglais. Je suis à Cham pendant 2 ans. Avant ça, j'étais aux États-Unis. Et donc, j'ai parlé français un peu quand je suis arrivé à Cham, mais pas trop, quoi. Et donc, j'ai parlé français avec mon accent un peu semi-américain, anglais. Donc, et apparemment, j'ai gardé un petit accent américain. Donc, voilà. Un tout petit peu, quoi. Ouais, exactement. Non, j'habitais à Park City, à Utah, avant. Ouais. C'était au fin fond, vraiment, du States. Mais c'était cool, là. C'est en 2003. Le snowboard était toujours vraiment une communauté vivante et grosse là-bas. Et c'était une belle expérience de vivre là-bas, faire la ride tous les jours et tout. D'ailleurs, cool. On va en parler. Comment tu t'es retrouvé, toi, anglais, de bonne famille, qui avait fait des études, à faire du snow et à te retrouver dans un shop à vendre des snowboards à Chamonix? Comment ça s'est passé pour toi, le snowboard? Comment t'as commencé tout ça? Ouais, je devrais passer plus d'attention à l'école, hein, franchement. Ton premier jour en snow, raconte-nous un peu tes tout débuts en snow, ça s'est passé comment? En fait, nous, c'était... en Angleterre, c'est un peu spécifique, on n'a pas les montagnes, on n'est pas gâtés comme vous en France, quoi. Donc, nous, c'était à Birmingham, en Angleterre, en 1995. J'avais aperçu le snow sur la télé. Je viens de finir l'école et tout. Non, j'étais à l'école, putain, pardon. Je venais de finir, j'étais à l'école, j'avais 15 ans, 16 ans, et j'avais vu le snow sur MTV. C'est une émission qui s'appelait Bored Stupid en Angleterre, avec Martin Drayton, et c'est un gros nom de l'époque, quoi. Donc, je me disais, waouh, je veux faire ça. C'est cool, ça me parle. Ouais. Et donc, je suis allé à SS20, SS20, à l'Oxford, à côté de chez moi. Et j'ai demandé au mec là, tiens, vous êtes un magasin de skate, mais vous faites un peu de snow, vous, un peu, là? Snow, ouais, je crois qu'on a un snow. je peux l'acheter? Ouais, pas de souci. Donc, ils me vendent le snow et tout. Et j'embarque mon nouveau snow, c'était une Santa Cruz Dublix. Et c'était béton, le truc. Unrideable, quoi. J'embarquais à Birmingham, donc sur le train. Et j'étais comme un con, quoi, sur le train en Angleterre avec un snowboard et tout. Et voilà, j'embarque à Tamworth Snowdome. C'était un gros frigo, en fait. Ok. Donc, on n'a pas de montagne. Donc, on a fait des petites pentes de, je sais pas, 50 mètres de verticale, entre guillemets. Et il y a un petit espèce de TFS à côté. Et voilà, donc, tu fais des rotas. Ça prend 20 secondes à descendre, quoi. Donc, et j'ai appris le snowboard là-bas. J'ai rencontré un mec qui pouvait m'apprendre le snow. Et voilà, donc j'ai appris là-bas. Et j'allais là-bas, c'était 2h30 de train de route pour y aller. C'est pas la même chose que les premières expériences vécues aux Alpes et tout, mais bon. Et t'avais quoi? C'était quoi ton matos par ta Santa Cruz WX? T'avais quoi comme boots, comme fixe? C'était quoi à l'époque? Ouais, je savais pas qu'il fallait des fixes, hein. Donc je demandais au shop, ouais, le snow est cool. Et en partant, ouais, je m'attache comment à ça et tout? Ah ouais, tu as besoin de fixes. Ah ouais, merde, fixe. Ok, ouais, j'ai pas trop de budget, donc... qu'est-ce que tu proposes là? Ouais, on a ça, je sais plus, c'était des switches ou quelque chose qui me proposait avec les boots et tout, le système clic-clic. Et j'avais dit, non, j'ai pas le budget, 400 balles, voilà. Donc, est-ce que tu as des boots et des fixes, X-Lock, je sais pas quoi, machin? Ouais, on a ce paire de button work boots, ok, des boots dégueulasses en plastique, avec un peu de scratch et des lacets qui se desserraient tous les 2 secondes. Et c'était pas vraiment une paire de fixes. C'était 2 fixes qu'ils avaient, qu'ils ont trouvé dans le SAV, je sais pas quoi. C'était une fixe Santa Cruz, high back, ok.
qui montait jusqu'à moitié de mon genou, quoi. Et l'autre côté, c'était un Drake F50, je crois, un F40 même, super low back. Donc, en fait, je suis un des pionniers de la symétrique. C'était à chier, mais c'est tout ce que j'ai connu, donc ça marchait, quoi. Et c'est cette première expérience d'achat de snowboard qui t'a donné envie d'en vendre, toi? Comment tu t'es retrouvé à Chamonix à vendre des snowboards, du coup, après ça? Bon, je passais X ans en Angleterre, je fais des trucs dans une grande ville, comme tout le monde. Je suis allé à Londres, voilà, j'ai habité là-bas, c'était bien, c'est une belle expérience, mais rien à voir avec le snowboard. Et à un moment donné, cette notion d'être appelé par les montagnes m'a vraiment touché, quoi. Donc, je voulais encore vivre plus d'expérience sur le snow, quoi. Ça m'apporte. Donc, je suis parti au début, je suis parti en 2003 à Park City. Ouais, juste à côté de Salt Lake, en fait. Et c'est des toutes petites collines là-bas. Ils font 200-300 mètres d'altitude, pas plus. Donc ça te changeait pas trop de tes collines anglaises? C'est la même chose, ouais. Mais ouais, en fait, c'est super organisé là-bas. Donc tu vas dans le parking est gratos. Le parking est à côté du téléphérique, tu t'embarques dans le téléphérique, tu montes en haut, tu descends, tu montes en haut. Et les domaines sont pas mal, donc tu fais que la piste du parc, il n'y a pas vraiment du backcountry. À l'époque, il n'avait pas cette notion de backcountry accessible, quoi, qu'on a aujourd'hui. Et donc je ridais là-bas, j'ai ridé avec des mecs qui envoyaient pas mal en parc et tout. Donc j'ai vraiment vécu le freestyle là-bas, aux States. Dans un parc qui était super cool, et on a tous ridé des petits boards et tout, des grosses stands à la JP Walker qui était super à la mode à l'époque et tout. Et c'était grave cool. Mais là, j'ai tombé amoureuse avec une fille qui m'a dit « Ah ouais, Tom, on est ensemble depuis un moment, et là, bonne nouvelle et mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que... La mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit déménager. La bonne nouvelle, c'est à Chamonix. Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et j'ai répondu, wow, Chamonix, wow, cool, j'ai toujours voulu aller en Suisse, donc, comme un con. Ouais, parfait, donc allez, on y va ensemble. Et donc, on est allé à Cham, et voilà, je suis arrivé en plein été, c'était entre-saison, c'était un peu bof, quoi. C'était quelle année? Là, c'était en 2006, ouais, 2006, il y a 12 ans, presque 13 ans. Là, tu étais déjà un snowboarder, enfin, tu savais que tu voulais faire du snowboard, quoi. C'est ce que j'ai connu, quoi. Ouais. 3 ans aux États-Unis, ça laisse les traces, quoi. Donc, c'était vraiment mon passion. Et travailler dans le snow, c'était toujours un rêve, mais je savais pas que j'aurais pu le réaliser. Donc, je commençais je me disais, ok, je suis à Cham, c'est une station quand même, ça c'est connu. Donc, je vis avec ma copine ici, donc voilà, je vais trouver un boulot. Donc, j'ai fait tous les shops d'avenue de la rue Paccard à Cham, l'avenue principale, la rue piétonne. Et j'avais un CV, ok, mais c'était pas un CV classique. Au lieu de raconter mon bac, mes A-levels, mes études, parcours professionnel, etc., c'était genre spécialité, option snowboards, button snowboards, belle connaissance de l'historique du snowboard, etc. Et donc voilà, j'ai donné ce CV à tout le monde. Tout le monde m'a montré la porte, sauf un mec, Martin Green, qui est le propriétaire chez Zaroget, d'où je suis depuis 12 ans maintenant. Il m'a fait confiance à l'époque, Martin. Et comment ça va alors le snowboard aujourd'hui à Chamonix? C'est un marché un peu spécial. Qu'est-ce que tu peux en dire? En gros, c'est assez différent, je pense, du vieux campeur à Paris, ce que tu peux vivre comme expérience de vendeur à Chamonix. Oui et non, mais vieux campeur à Paris, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font là-bas, quoi. Donc là, ils connaissent, ils sont vraiment dans cet esprit de formation des clients. Donc ils expliquent qu'est-ce qui se passe dans le marché, ils expliquent comment acheter un snow, et ils font pas n'importe quoi. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose par rapport à beaucoup de magasins en France et ailleurs aujourd'hui. Donc après, le snowboard est tellement petit, c'est tellement difficile à faire l'argent avec le snowboard aujourd'hui que je comprends. Il y a beaucoup de magasins qui ont dit non stop, on fait plus de snow parce que bon, il y a plus de pratiquants, il n'y a plus vraiment de structure en France, etc. C'est difficile à faire des sous avec. Donc tu ne peux pas vraiment faire manger les enfants qu'en vendant des snows aujourd'hui. C'est fini. Il y a 12 ans, ce n'était pas le cas. Tu pouvais poser le board contre la mur, tu attends un peu. Les mecs qui viennent, ils te donnent ses ronds et pas avec la planche, quoi. Donc nickel. Mais là, aujourd'hui, il faut vraiment aller plus loin que ça. Donc j'ai essayé d'amener Zaroget dans une direction assez unique.
duquel on est allé chercher les marques. C'est des marques qu'on kiffe déjà, et les catégories qu'on kiffe, qu'on comprend, duquel on est passionné. Et c'est des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. Donc, regarde les boards qu'on fait en volume. On fait beaucoup de Courier Shapes. On est le seul magasin en France qui fait. Courier, ouais. Ouais, grave. On fait beaucoup de Spark, le marque de fixe de split. Là, on est presque tout seul. Il y a Jean-Charles à Dicted à Lyon qui fait aussi. Il fait un très bon job là-bas, mais là, on est un peu tous les deux, quoi, qui en fait. On se spécialise, bien sûr, Chamonix dans le splitboard. Donc, on est vraiment dans le milieu pour faire du split et s'amuser vraiment bien, quoi. Il y a plein de trucs à faire à Cham. C'est trop cool. C'est ça que tu vends aujourd'hui, c'est des splitboards et des boards du freeride ou c'est un peu plus large à 0G? Ouais, j'ai 2 twin types dans le magasin. Non, si, j'ai le Outspace 11 et le DOA chez Capital. Ah ouais. Je crois que c'est tu. Ouais. Ouais, sinon, j'ai le Mountain Twin, mais c'est pas vraiment un twin, quoi. Les directionnels avec sa pack. Chez Jones. Mais oui, personne veut des twins aujourd'hui. Je crois que l'époque où tout le monde ridait des 157 en twin type, un peu soft et tout, c'est fini, quoi. Donc, en tout cas, à Chamonix. Ouais, chez nous. C'est peut-être pas le cas ailleurs, mais on était à Avo, le week-end dernier, pour le Rock on Snow. Oui, tu étais là, ouais. C'était super cool, c'était vraiment bien organisé et tout. Et là, c'est autre chose, quoi. Tu as toujours des mecs qui cherchent à faire du kick, faire du rail et tout. Donc, c'est plus marché twin tip qui est plus grand là-bas. Mais là, à Cham, notre démographique, en gros, c'est des mecs au-dessus de 30 ans qui cherchent d'aller vite sur les pistes, faire du freeride, faire de la puff, et ils veulent du Cambrai, limite S-Rocker, directionnel, assez rigide, donc 6-7 ça 10, quoi. Donc et là, dans cet esprit, ce genre de board, cette catégorie de board, j'ai un choix de malade, quoi. C'est trop cool. Et en plus, c'est le board que nous kiffons là. On est 10 vendeurs dans la shop, on fait tous du snow et du split. On connaît à cœur tous nos produits et on les aime bien, quoi. Donc, il n'y a pas un board dans la shop qu'on n'aime pas. En fait, pour tout t'expliquer, on aime bien dormir. Et si un client part avec un board qu'on ne connaît pas, je sais pas, si on n'a pas vraiment ridé beaucoup ce board et on a pris le temps de comprendre ce board, un client l'achète, c'est genre, putain, merde, et on dort pas. Si le mec achète un Karoo Auto, un Custom X, s'il achète un Explorer, un Duprat D1, je sais pas, des boards de ce genre-là, putain, on dort super bien quand on sait que le gars va se gaver, quoi. Après, c'est difficile aujourd'hui, il y a cette notion des vendeurs qui disent ouais, tous les boards sont cool et tout, ils sont tous la balle, machin, donc sans vraiment rien connaître. Pour se différencier, on a cette notion de test dans le shop. Et j'adore quand un client se pointe. Il écoute un peu ce que j'ai à dire, mais il est pas sûr si je suis un peu vendeur, quoi. Donc, et il demande à tester les boards. Et là, on teste au max. Comme ça, c'est le client qui décide, le client qui comprend ce qu'on a évoqué. Ouais. Et on peut suivre le client un peu dans le parcours du choix de board. Et ça, tu peux le faire parce que tu es à Chamonix, tu es en station. C'est pour ça que je te disais que tu as un peu une problématique différente de celle d'un vieux campeur en ville ou d'un shop de ville, quoi. Grave. Et d'où vient le vendeur qui est super enthousiaste? Peut-être qu'il connaît bien ses matos, mais il peut sortir avec un peu le phoné, quoi. Genre, fait le faux, genre, ouais, c'est ça qu'il te faut, ouais, tout à fait, ouais, cool. Mais là, c'est à Cham, on a la chance à gâter, on a 5 minutes à pied du télécamille du plein bras. Et là, un mec qui peut prendre un board, il peut aller faire un run avec, 1 heure plus tard, il peut revenir, ouais, ok, non, c'est de la merde, c'est bien, voilà, en fait, ce que tu m'as dit, que c'est vraiment super performant, c'est trop exigeant pour moi, j'ai pas les jambes, donc je prends quelque chose de plus cool, voilà, donc on peut s'adapter en fonction des besoins des clients. C'est assez cool, donc on a la chance comme ça, quoi. Tu vends le plus du coup aujourd'hui comme board, comme matos, comme board, comme fig, comme boot? C'est quoi les grosses évolutions, disons, et qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? C'est quoi les trucs qui se vendent dans le snow à Chamonix? Et peut-être dans le snow en France, parce que tu as quand même le shop en ligne, donc tu sais un peu... Ouais, là, avec ces derniers mois, avec les gilets et tout, les gens, ils ont du mal à se déplacer, machin. Donc, on a vendu énormément en ligne. On a subi une augmentation de, je sais pas, 30-40% sur notre site web. Ah ouais. Et ouais, le site, ça va, c'est pas trop performant, mais au moins, ça montre ce qu'on a, c'est en temps réel, donc on vend beaucoup. Et tout ce qu'on a dans le shop est aussi sur le site, je crois que c'est... Parce que tu me disais que les gens, ils achètent des boards en ligne. Moi, je sais pas, j'ai jamais acheté de board en ligne, mais on parlait de ça hier. Tu me disais, les gens, ils achètent des boards en ligne. Grave, ouais. En fait, le mec, en gros, son parcours, c'est, ok, il me faut un board, je vais me renseigner.
s'il a la chance, il peut se renseigner dans le shop. Sinon, il va lire les blogs, il va lire les Facebook groups, il va demander à ses potes, son entourage, qu'est-ce que je dois acheter. Lire un peu les magazines et tout, les évaluations, et il va choisir un board. Et là, il va dire, OK, il va me falloir un Nitro Pantera, ou un Capita Spring Break, ou un Duprat-D1, ou un Coureur Auto. Il faut que je l'achète. Il tape le nom de la board en Google Shopping, il clique sur Shopping. En Google, il clique sur Shopping. OK, 374 €, j'achète, clique, go, livré chez lui. Et c'est ça qui t'a fait flipper, non? On en parlait, ouais. Mais je pensais qu'on achetait une board dans un shop en fait. Ouais, à l'époque, oui, tout à fait. Mais là, on commence en 2000. Là, déjà en France, on est un peu derrière au niveau des habitudes en achat par rapport aux autres pays en Europe, notamment le Royaume-Uni, les pays germaniques et tout. Et là, on commence à sentir une grosse explosion dans l'e-commerce, quoi. Et tout le monde est un peu pareil. Donc, tous les autres gens des shops, ils vont être d'accord avec moi. Donc, là, et en plus, chaque fois qu'on a des meetings avec des services de transport, les UPS, les FedEx, les DHL, tout le monde est la même chose. Ouais, putain, le colis augmente, truc de malade, on est débordé, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est quoi la proportion, à ton avis, là, aujourd'hui, en 2018, de boards qui sont vendus en shop et de boards qui sont vendus en ligne? 40 sur le web, 60 en magasin, je dirais, dans le marché du snow en France. Uh-huh. Même plus, parce que tu as vraiment 2-3 shops qui font un super bon job. Glee Shop, ils sont au top, ils ont un site super performant. EcoSport, pareil. Snow Leader, notamment. Donc, en fait, il y a 5 ans, 6 ans, on était la même taille que Snow Leader. Et ils ont dit, ouais, ils sont assez forts et tout, ils sont un peu comme nous, ils connaissent, ils sont un peu cool et tout. Et là tu fast-forward, 5-6 ans, et là, ils ont des Ferrari et des Porsche. Et nous, on est en Octavia d'il y a 10 ans, quoi. Un petit bonjour à Thomas de Snow Leader. Et c'est très différent si on regarde l'Allemagne avec Blue Tomato ou les Anglais? Il ne faut pas oublier que ces shops-là, ils vont en France aussi. Hein. Ouais. Donc, une grosse partie, ils font partie du 40% des boards qui sont vendus en France. Mais là, il faut juste regarder les sites partout en Europe. Tu vois, le potentiel, il est là, quoi. Donc, là, on parlait tout à l'heure des vêtements et comment les gens achètent les vêtements. Ouais, ma femme, elle achète ses fringues sur le web. Donc, elle n'a pas le temps de se déplacer. Elle fait le job, et les enfants et tout. Et on veut leur faire du snowboard de temps en temps. Et donc, elle achète beaucoup sur l'online, comme les femmes à tout le monde. Et elle se fait livrer. Et donc, c'est presque la même chose avec son outerwear aussi. Donc, ses vestes, ses pantalons, machin, online. Là, on parlait tout à l'heure des showrooms en VR, notamment qui commencent à faire en Allemagne avec les marques et tout. T'imagines, tu mets ton VR, ton Google Cardboard, je sais pas quoi, tes goggles VR, et tu peux vraiment examiner un produit et faire tourner un produit et marcher autour d'un produit, etc. C'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas, moi je dois être un peu old-fashioned, mais j'ai envie de toucher les produits, j'ai envie de toucher les boards, de sentir leur flex, de parler avec un mec qui s'y connaît. Heureusement que tu existes. Des gens comme ça. Mais non, c'est le cas aujourd'hui. Mais il faut regarder, par l'avenir, quoi. Il faut regarder qu'est-ce qui va se passer en 5 ans, quoi. Donc, parce que là, tous les mecs qui ont 20, 21 ans, qui est complètement détaché à cette façon d'acheter, ils vont avoir le pouvoir d'achat, il aura 26, 27 ans, il va et là, il va falloir s'adresser à ce marché-là. Donc, il faut. La raison qu'il y a beaucoup moins de shops indep en France maintenant qu'avant, c'est le fait qu'ils n'ont pas vraiment développé la stratégie digitale. En gros, peut-être ils avaient un pote qui connaissait un peu le web et tout, machin, il pouvait faire un site, c'est pas trop performant, ils n'ont pas vraiment investi. Parce que quand je regarde combien de matin mon boss chez Zaroger, ils investissent dans le site, dans le marketing, dans les agences, dans le traitement du site, c'est des fortunes, frère. C'est beaucoup, quoi. Ouais. Ouais. Et si tu ne connais pas, si tu n'es pas à l'aise dans le domaine, ou si tu n'y crois pas, tu ne vas pas investir tout ça. Donc, duquel explique la perte de popularité du magasin indépendant en France. Les mecs, ils sont super petits, ils font à l'échelle, mais ils ne peuvent pas rester à jour avec toutes les tendances d'achat d'aujourd'hui. Et donc, tu m'as pas répondu, c'était quoi les grosses, tes gros bangers, ce que tu vends le plus niveau board? Ouais, board, fixe, boot, je sais pas, c'est quoi les gros bangers? Facile, hein? Super facile à voir. Donc, on essaie de, vu qu'on peut
vu qu'on veut donner l'opportunité à chaque client à faire tester le matos, on essaie de faire profond et étroite notre sélection. Donc, il a toujours beaucoup de choix parce qu'on a plein de marques, on a toujours les bangers en niveau board, toutes les marques, mais on a vraiment une profondeur dans notre sélection. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi une profondeur de sélection? Une profondeur, c'est quand tu achètes, quand tu vas chez Burton, au lieu d'acheter 20 boards différents, mais 3 de chaque, donc 56, 58, 61 de chaque, donc ça fait très large et très shallow, donc pas trop profond. Tu achèterais 5 ou 6 références de board, mais tu achèterais 10 ou 15 de chaque board. De chaque board, d'accord. Okay. Comme ça, tu es sûr de toi. Tu as fait ton étude, tu as dit, ok, ça c'est le board qu'il faut prendre et tu achètes en quantité, quoi. Et là, quand le mec débarque en décembre et il prend le 58, tu n'es pas baisé, quoi. Donc, tu as toujours une deuxième 58 après que tu peux vendre après, donc ça va, quoi. Au niveau des boards qui marchent le mieux, c'est Burton, c'est le Custom X, c'est la balle, le Deep Thinker, c'est un truc de ouf, le board de Danny Davis, cette année, ça marche trop bien. L'année dernière, le graphique avec Marc Gonzalez était mieux que celui de l'année. Regarde, je l'ai sur mon t-shirt, nice. le petit fantôme. Ouais. J'aimerais bien acheter ce board, en fait. Celui de l'époque, le vintage. Mais bon, bref, on en parlait. Et chez Duprat, chez les D1, on voit beaucoup Capteur DOA, The Defenders of Awesome, le Twin, donc c'est ça qui fonctionne bien chez eux. Je suis en train de faire le tour dans ma tête du magasin. Leptech, c'est Travis Rice qui marche le mieux chez eux. Skunk Ape, pas mal. J'ai loupé le Stump Ape cette année, le Short and Fat. Ouais. Apparemment, c'est la balle et je me suis fait demander 2-3 fois et je l'ai pas appelé. Ta profondeur, ta profondeur n'a pas marché. Non, j'ai appelé le mec, ouais, tu as des Stump Ape et tout. Non, tu es vendu. Ok, bon, bref, on a loupé 2 fois avant, mais pas le fin du monde. L'autre côté... Jones, tu vends beaucoup de Jones, non? Ouais, on est number 1 en France pour Jones. Ça correspond parfaitement à notre image, l'image de Cham. Jeremy nous kiffe. On était le premier shop en France d'avoir Jones à la belle époque, il y a 10 ans. 2008, ils ont commencé. On est comme des vieux maintenant. Ouais. Là, il avait le flagship et le hovercraft. Flagship première année, flagship hovercraft Mountain Twin année 2. Et après, ils ont, 30 boards dans la gamme. Et nous essayons de faire tout. Pour les femmes, le Dreamcatcher marche trop bien. C'est la version femme de l'Explorer chez Jones. Et fibre BX, bien directionnel, belle déco par Iona Tinta, Corey. J'ai envie d'en acheter une. Franchement, oui, tu dois. Hein? Tu dois. Et chez Kuro, le Tranny Finder, le Pencil et le Auto. La Tranny Finder, c'est celle que tu m'as passée. C'est celle que tu as raidée à Rockon. C'est cool, pas cher en plus. Hein. 400 balles. Ouais, c'est cool. 400 balles, la board. C'est pas abusé, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Et tu fais avec une board comme ça, quoi. Tu te sens à l'aise direct. Alors toi, on sent que tu kiffes le matos, Tom. Ouais. Et t'es aussi un collectionneur. Comment ça se passe? Faut rien dire à ma femme. Pour elle, elle croit que j'ai 5-6 boards. Alors que dans la cave, il a 40. mais soigneusement sélectionné, parce que j'en ai parlé déjà avec quelques collectionneurs. On va faire un truc dans Snow Surf l'an prochain, je pense, sur les collectionneurs de boards. Ouais. Mais il y a plein de sortes de collectionneurs. Toi, c'est quoi ta collection à toi? Elle tourne autour de quoi? J'ai des Lipstick, des Jamie Lynn principalement. J'ai pas mal de Jamie, j'ai 4-5 Jamie. Après, il a des mecs qui ont tout. Et tout est en parfait état. Et moi, avec mes enfants, j'en ai 2. Essayer de faire du snowboard de temps en temps, bosser tous les jours. J'ai pas le temps de faire tous les vides-greniers et faire tous les bons coins et les Facebook groups pour trouver des boards. J'adore des vieilles boards. Donc avant 92, on dirait. J'ai une Burton Elite qui est au top. Je viens de vendre un Cruise qui était super cool. C'était une 90. Ça vaut cher, ça? Ça dépend. C'est comme... En fait, un truc que j'ai appris chez Zaroger, c'est le prix d'un produit, c'est la valeur d'un produit, c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer. Ok, si c'est affiché 600 balles sur la board, mais le mec il est que prêt à payer 400, tu vas pas le vendre pour 600 balles. Il faut descendre le prix jusqu'à ce que tu arrives au prix du client. C'est le client qui définit le prix, en gros. Là, si se trouve un mec qui a vraiment besoin de ta board parce que c'est le dernier, il l'a jamais vu et il kiffe au max et il veut absolument sa board, lui, il va se payer. Mais en même temps, il faut pas baiser les gens parce que c'est pas du bon karma. Le milieu des collectionneurs en France est toujours super petit. Donc, en gros, nous fonctionnons sur des trades, sur des échanges. Là, j'avais un brushy que j'ai acheté d'un mec qui a passé à Zaroger, qui avait un fixe cassé. Et il voulait plus la board, donc j'ai acheté relativement pas cher, on dirait, un brushy DJ.
Et après, il a acheté un nouveau board, il était content parce qu'il avait un nouveau board. Il ne savait pas ce qu'il avait. Quoi. Ouais. Et c'était pas vraiment passionné non plus. Donc, et là, je viens de le switcher contre un Bert Lamar, un Look. Vu ça, le trick stick. Ouais. Tu connais celui avec les belles noses et tout, avec les découpes aux noses, que j'ai kiffé depuis un moment. Donc, et le brushy était un peu sale état, et le trick stick, il est mint, quoi. C'est quoi, c'est une Santa Cruz? Non, c'est un Look. Ah non, c'est le Look. Look, ouais. Ça n'existe plus, ce marque. Ouais. Et ça, c'est cool, quoi. Donc, et là, je viens d'acheter un Sims que j'ai trouvé dans la Vallée Verte. C'était un Blade de 89 en 171. C'est la balle, ce board, il est trop bien, il est monstre raide et tout. Ouais, j'adore. En fait, c'est les occasions, quoi. J'adore le snow. Ça fait une histoire tellement chromatique, avec tellement de couleurs et de direction et de caractère et tout, que j'adore avoir une partie de cette histoire qui m'appartient, quoi. Et d'ailleurs, tu les mets dans ton salon ou elles sont toutes dans une cave bien rangée? Ça se passe comment? Ouais, tu sais, j'ai des boards autour de moi tous les jours, donc au shop. Donc c'est bien de ne pas trop avoir les boards autour de moi à la maison. Donc je mets 5 en expo. Et l'expo change tous les mois. Quand tu les sors à la cave. Ouais, je prends 5 autres, je les mets au rayon. Donc, je me retrouve devant les boards, juste en train de regarder et rêver. Comme l'enfant que j'étais à SS20 en Oxford en 95. Rien n'a changé, quoi. Et du coup, ce petit flashback sur le passé, ça me donne envie de parler du passé et du futur. Ça a évolué comment pour toi, le snowboard, ces 12 dernières années que tu as vécu à Chamonix? Comment tu vois l'évolution et comment tu vois le futur? Wow, quelle question, qui peut savoir? Donc nous, on est là pour suivre le marché, quoi. On n'est pas là pour reprendre au démon des clients. Et si le client veut plus nos boards, il faut qu'on achète d'autres boards. Donc là, le marché de hard goods, le snowboard n'était jamais aussi petit qu'elle est aujourd'hui. Mais là, on sent que ça commence à revenir. Mm-hmm. Déjà pour 2 raisons. Il y a les kids qui commencent à s'intéresser dans le truc, des démographiques d'entre 16 et 21 ans qui s'intéressent, qui veulent faire du snow et qui veulent soit plus faire du ski ou qui veulent changer après et qui veulent faire les deux, qui sont super intéressés par le snow maintenant que c'est pas connu comme la discipline des vieux un peu, quoi. Et aussi, on a cette démographie qui était les rad dads, ok? C'est nous les rad dads. Les rad dads, ouais, les papas super branchés, qui étaient cool il y a longtemps, aux années 90, qui étaient cool et tout, et qui kiffaient le snow, qui étaient un peu les punks, avec les spliffs et les pantalons larges et fat, et voilà. Et là, maintenant, c'est plus le cas. On est en slim, en Gore-Tex, avec nos enfants. Et nos enfants, maintenant, ils commencent à faire du snowboard. Donc, on va voir une renaissance des shapes pour les petits. Ça commence déjà. Nitro, ils sont en quiver pour l'année prochaine, pour les kids. Là, il y a Battalion qui vont sortir un mini shred, qui est vraiment, vraiment la balle l'année prochaine. C'est vraiment cool. Et plein de nouveautés et avancements pour les enfants. Borealis, ils ont des nouveautés pour enfants et tout. Je crois qu'on va voir une évolution dans le court terme, dans cette direction-là, quoi. Après, ça va être dans la façon d'acheter, je crois. Dans la façon que les gens achètent des boards va évoluer avec plus d'échanges entre les marques et les consommateurs. Des échanges directs, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est mauvais pour toi, ça, dans ton shop Oui, étant retailer, tu veux que les gens achètent chez toi, je pas chez la marque. Mais en même temps, quand quelqu'un... moi, je suis coupable aussi. Donc, j'achète chez les marques, je sais que je suis assuré d'un SAV. S'ils achètent dans un magasin, peut-être ils vont plus être là en 2 ans, et le mec, peut-être il va raconter des bêtises par rapport aux garanties, et moi, c'est plus transparent, c'est plus clair avec des marques. Donc, il y a des avantages quand tu achètes en direct avec des marques. Il y a aussi des désavantages, parce que peut-être tu vas acheter un truc qui te correspond pas du tout. Peut-être la marque est pas vraiment prêt à comprendre et arriver à gérer tes attentes et gérer ton niveau de service auquel tu es habitué. Donc, la façon que le positionnement des shops va changer d'ici 5 ans, j'en suis sûr. Au lieu d'acheter des gros tas de stock et essayer de le vendre au max, comme les commerçants qu'on est, je crois qu'on va bosser en plus proche au niveau partenariat avec des marques. Peut-être on va avoir un peu de stock, mais on va plus être des showrooms pour les marques. Donc, on va louer notre espace aux marques. On va parler de leurs produits parce qu'on est des vendeurs, on est passionnés, on est super informés, on sait de quel on parle. Et l'expérience du client, il est vraiment bien. Les marques aiment bien quand les clients vont dans les shops. Les clients kiffent aller dans les shops, ils font confiance, machin et tout.
Donc, on va voir une vraie progression du paysage de retail du snowboard en France d'ici 5 ans, c'est sûr. On va être là, dans le noir, à Munich, en parlant, en 2023. Ok, ça va être wow, truc de ouf. Rendez-vous dans ce petit endroit qui fait un petit peu massage thaïlandais. Ouais, franchement. Rendez-vous dans 5 ans. On n'est pas tout seul, malheureusement, mais... mais ouais. Merci beaucoup, Tom. On pourrait en parler des heures, il faut que j'aille prendre mon avion. Ok, c'est super cool et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Hein. J'espère que mon accent, c'est pas trop charmant pour toi. Je l'adore. Salut. Yeah, man. C'est nickel. Franchement 30 minutes.